Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un peu une revue de presse sur ce qui s'est plus ou moins découlé depuis quelques semaines dans les négociations russo-ukrainiennes et notamment de la médiation de Donald Trump. Mais comme vous pouvez le voir, je suis dans un cadre assez sympa cette fois-ci. Je suis pour la première fois en vacances depuis 3 ans en Espagne, à Cordoue. Donc c'est pour ça que le cadre change un peu de mes appartements soviétiques où en général je tourne mes vidéos. Et pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, je m'appelle Joseph Roche, je suis correspondant en Ukraine. Et sur cette chaîne, je parle bien sûr d'Ukraine, beaucoup, mais pas que. Je parle aussi de politique américaine, française. En général, ça tourne autour des relations internationales. Donc, je vous invite à vous abonner. Et pour ceux qui aiment mon travail, veulent le promouvoir de la manière la plus efficace possible, je vous invite à mettre des likes, un commentaire, peu importe, pour faire monter la vidéo dans l'algorithme. Mais sans plus tarder, commençons la vidéo. En fait, j'avais envie de revenir un peu sur la guerre des narratifs qu'on a actuellement entre la Russie et l'Ukraine. Guerre des narratifs, notamment russe, qui dit que c'est l'Ukraine qui refuse la paix et que, au contraire, les Russes veulent absolument avoir une paix avec l'Ukraine. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi énormément dans les différents mouvements, entre guillemets, qu'on pourrait qualifier de russophiles, poutoniphiles, ou si pas pro-russe, plus ou moins illibéral, que ce soit de l'extrême gauche, comme par exemple LFI, Mélenchon, et aussi les autres partis d'extrême gauche, comme le PTB par exemple en Belgique, mais aussi tout simplement de l'extrême droite et des partis illibéraux, comme le parti du Fidesz en Hongrie, ou le parti de Fico en Slovaquie, qui disent qu'il faut la paix, il faut la paix, il faut la paix, il faut absolument qu'on ait la paix. Ce sont des partis qui se disent pro-paix, ne cessent d'accuser les personnes qui sont pour le soutien de l'Ukraine d'être des troubleurs de guerre, des faiseurs de guerre, ce qu'on appelle en anglais des warmongers. Mais la séquence auquel on assiste actuellement nous montre que c'est la Russie qui, encore une fois, refuse la paix. Il est important de préciser que l'Ukraine a accepté sans condition un cessez-le-feu de 30 jours, parce que bien sûr c'est quelque chose qui est bénéfique pour l'Ukraine, parce que l'Ukraine est dans une guerre de haute intensité face à un ennemi plus fort que lui, donc bien sûr que l'Ukraine a intérêt à avoir un cessez-le-feu maintenant. Plus tôt aura lieu le cessez-le-feu, moins de territoire l'Ukraine perdra et plus de temps elle aura, notamment pour se renforcer face à un nouvel assaut. Euh, et c'est la Russie qui, dans cette séquence, refuse la paix et la Russie s'en cache même pas. D'où le fait que je trouve que c'est quand même assez difficile aujourd'hui de proposer une forme de pirouette intellectuelle pour dire que c'est l'Ukraine qui refuse la guerre et que c'est la Russie qui, au contraire, veut la paix. Et on peut notamment revenir sur une déclaration qui a été faite par l'un des négociateurs russes dans lors du dialogue russo-ukrainien à Istanbul qui a eu lieu ce mois-ci, et ça vient du coup du négociateur Medinsky, qui dit: Nous sommes prêts à nous battre pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, aussi longtemps qu'il le faudra. Nous avons combattu la Suède pendant 21 ans, et vous, combien de temps, l'Ukraine, êtes-vous prête à vous battre? Peut-être quelqu'un ici, à cette table, perdra encore des proches. La Russie est prête à se battre indéfiniment. Et la suite, c'est Lavrov qui dit on refuse tout cessez-le-feu. Donc Lavrov qui est le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Et même ça a été confirmé par Donald Trump qui a plus ou moins dit en soubassement aux leaders européens que Vladimir Poutine ne veut pas la paix parce qu'il a l'impression de gagner sur le champ de bataille. Alors moi, je pense que c'est plus le fait que la Russie ne peut pas arrêter la guerre tout simplement. C'est pas tant une question de gagner sur le champ de bataille, même s'il y a des progressions, mais à ce rythme-là, encore une fois, il faudra 7 ans pour prendre le Donbass. Mais même Donald Trump commence à concevoir le fait que la Russie ne veut pas la paix. La seule différence, c'est que Donald Trump n'y associe aucune sanction. Il avait promis lors de ses campagnes de dire que si la Russie refusait la paix, il allait armer l'Ukraine comme jamais. Là, pour l'instant, Donald Trump refuse même un nouveau paquet de sanctions contre la Russie. La mentalité de Donald Trump est assez simple. Elle suit une logique très américaine de dire on veut faire du business, donc on va pas commencer à mettre des sanctions contre la Russie parce qu'on espère potentiellement avoir des opportunités économiques. Je pense à ce niveau-là que Donald Trump essaye d'appliquer sur le monde un regard américain et ne comprend pas la logique russe qui n'en a que faire grosso modo de faire du business. Eux, ce qui les intéresse, c'est de gagner cette guerre, peu importe le coût, peu importe le nombre de morts, peu importe le sacrifice que ça incombe. Mais je pense que malheureusement, Donald Trump se leurre, dans le sens où même si maintenant l'Amérique, qui va ne pas pouvoir se désengager, je pense à titre personnel que l'Amérique ne va pas pouvoir se désengager aussi facilement que ça de la question ukrainienne pour pas mal de raisons, simplement pour le fait d'avoir un pied dans les négociations qui leur donne quand même beaucoup de pouvoir en Europe. Donc le fait de retirer les 20% d'aide qu'ils donnent à l'Ukraine sur l'ensemble de toutes les aides qui sont données à l'Ukraine, euh,
en fait, les condamnerait à ne plus avoir aucun mot sur le dossier. C'est plutôt ça la manière dont moi je le vois. Donc je pense pas qu'ils vont se retirer. Mais par contre, je pense que Donald Trump se leurre complètement parce que l'Ukraine va pouvoir encore tenir pendant longtemps. Et surtout, ce qui se passe, c'est que les conditions qui sont imposées pour la paix russe, le Rouski Mir, c'est le fait que les Ukrainiens se retirent des 4 oblasts qui ont été reconnus comme étant russes lors de référendums illégaux, des référendums qui ont été faits avec des fusils sur la tempe des populations, donc complètement illégaux et en aucun cas reconnus par la communauté internationale ou par quelconque personne un peu sérieuse sur le sujet. Mais c'est les 4 régions de Kherson, Zaporizhia, Donetsk et Louhansk. Mais surtout, ce qui est important de prendre en compte, c'est que après les zones de fortification de Donetsk, Louhansk, Kherson, Zaporizhia, c'est de la steppe, notamment par exemple entre l'oblast de Donetsk et Dnipro, c'est plus ou moins de la steppe, donc ça mettrait les Ukrainiens dans une position vraiment fragile par rapport à une prochaine guerre, parce que ne vous leurrez pas, il y aura une prochaine guerre si aujourd'hui on arrive à un cessez-le-feu ou même à un accord de paix. Les Russes ne se contenteront en aucun cas de ce qu'ils ont de ce qu'ils ont gagné lors de cette guerre. Et surtout, ce qui se passe, c'est que c'est un peu malheureusement le problème des empires coloniaux. C'était le cas de la France, c'était le cas de la Grande-Bretagne, c'est le cas aussi des États-Unis dans une certaine mesure aujourd'hui, même s'ils commencent à apprendre de leurs erreurs. Et surtout, bon, l'Amérique reste une démocratie contrairement à la Russie, mais le malheur des empires, c'est que les empires sont maudits à s'étendre continuellement. C'est un peu notamment la théorie de Paul Kennedy sur Rise and Fall of Empires, qui est un grand classique de sciences politiques qui explique que les empires ont besoin de s'étendre continuellement pour pouvoir survivre et pour pouvoir légitimer le coût qu'un comble justement les guerres, et notamment le fait d'avoir toujours ce sentiment de citadelle assiégée, de dire on est en guerre contre quelque chose, c'est pour ça qu'il faut s'unir, ne parlons pas de nos problèmes internes, ne parlons pas des problèmes d'économie, ne parlons pas des problèmes sociaux, etc. On est en guerre, on est en guerre, on est en guerre. Donc la Russie va de toute manière continuer à s'étendre, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Finlande, d'où le fait que l'un des généraux de l'état-major finlandais a averti sur de potentiels risques de guerre avec la Russie dans les années à venir, d'où le fait que les pays baltes aussi essayent de se renforcer, parce que ce sont malheureusement des choses qui ne sont pas à prendre à la légère, parce que la Russie existe par la guerre, le régime de Poutine ne vit que par la guerre, ça fait 25 ans que la Russie mène des guerres continuelles, que ce soit en Géorgie, Abkhazie, Tchétchénie, Syrie, Ukraine, etc., etc., et elle va continuer à faire des guerres. Elle a aussi lancé une opération spéciale militaire au Kazakhstan en 2022, on a tendance à l'oublier parce qu'il y avait des manifestation anti-gouvernement pro-russe au Kazakhstan. Et voilà, je vous laisse un peu sur ces réflexions. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Encore une fois, si vous voulez vraiment soutenir mon travail, mettez un like, mettez des commentaires et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.